Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur le potentiel pédagogique des environnements immersifs. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Bruno Polubert et Normand Roy. Bruno est professeur titulaire au département de psychopédagogie et d'andragogie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. De son côté, Normand est professeur agrégé, lui aussi au département de psychopédagogie et d'andragogie de la même faculté à l'UDM. Les deux travaillent étroitement ensemble depuis quelques années maintenant et sont à l'origine du projet LAVIA, le laboratoire vivant sur l'innovation en apprentissage de l'Université de Montréal. J'ai eu la chance de pouvoir animer un panel de discussion au sujet de ce vaste projet de recherche-action pédago-numérique dans le cadre de la 43e édition du Colloque de la COPS à Québec. J'ai profité des installations de notre super communauté balado-pédago à la COPS pour poursuivre les échanges avec eux. Voici donc ce qu'ils avaient à me partager. Alors, j'ai la chance de prendre un moment en plein colloque de la COPS, le 43e, avec nul autre que Bruno Polubert et Normand Roy. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour discuter de cette question guide que je vous présente. Pourquoi devrais-je m'intéresser aux environnements immersifs? Pourquoi? Quand je vous pose cette question-là, à quoi ça vous fait penser? Moi, je dirais pour transformer l'expérience d'apprentissage, pour la rendre vraiment affectivement prenante et cognitivement prenante, et la rendre aussi ludique, de permettre de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou d'accéder à des situations difficiles ou impossibles auxquelles accéder dans la réalité. Donc, soit des stages rares ou l'infiniment petit ou l'espace. Pour toutes ces situations, la réalité virtuelle présente des opportunités exceptionnelles. Puis j'ajouterais que, je vais ajouter un mot à ta proposition, environnement immersif, interactif, parce qu'effectivement, on le dissocie rarement parce que l'environnement immersif, si on est passif, c'est vrai pour l'environnement numérique, mais c'est vrai dans la salle de classe à tous les jours également. Là. Absolument. Fait que le concept d'interactivité, pour moi, devrait faire partie de ce... On l'entend probablement sans le nommer quand on parle d'environnement immersif, mais pour moi, le mot interactif devrait s'ajouter. Donc, j'évoque les mêmes raisons que Bruno, mais j'ajouterais à cela, effectivement, que le concept d'interactivité, de rendre actif l'apprenant, de pouvoir interagir avec des choses, va quand même m'amener un petit peu plus loin dans l'apprentissage que si je regarde un film, qu'il soit immersif ou non, bien qu'on peut aller un peu plus loin que l'enseignement statique que j'aurais en classe. Oui, c'est une nuance qui est vraiment intéressante là-dessus parce que ça revient à notre perspective, à notre posture pédagogique. On veut un engagement dans un processus d'apprentissage. Donc, le côté interactif que peut apporter ces environnements-là, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais là, je vais répondre à une question que tu n'as pas posée parce que tu as parlé Vas-y. du contexte pédagogique. Puis dans une grande recherche qu'on a faite sur l'intégration de scénarios de réalité virtuelle dans l'enseignement des sciences, en fait, c'est un drôle de projet parce qu'on s'attendait à avoir 15 profs puis 500 élèves, mais on a eu 45 profs puis 5000 élèves, ce qui nous a permis de faire des régressions multiniveaux. Puis on a quand même pu documenter dans une régression multiniveau que vraiment, le facteur le plus important pour l'engagement comportemental des élèves, c'était la qualité du scénario pédagogique. Donc, le soin, c'est autrement dit, ce qui est important, c'est pas juste l'expérience pédagogique pendant que tu vis la simulation, mais comment tu scénarises ce qui se passe avant la simulation, à l'étape de pré-briefing, d'activation des connaissances antérieures, l'étape de briefing qui est celle qui vient juste avant, puis même comment tu conçois le scénario, parce que le scénario de réalité virtuelle, ça n'a pas besoin d'être toujours tout seul dans son casque, ça peut être collaboratif aussi. Nos scénarios, les meilleurs, étaient collaboratifs. Puis l'importance du débriefing, qui sont en plusieurs étapes, a été déjà démontrée par plusieurs recherches en santé, particulièrement dans des modèles de simulation qui ne sont pas nécessairement immersives. Alors, je dirais, notre recherche a vraiment mis en évidence l'importance de la conception pédagogique pour avoir des effets sur l'engagement des personnes étudiantes. Et ça, c'est un résultat qui est très important pour la réalité virtuelle, mais qui est possiblement transposable à d'autres utilisations du numérique aussi. Puis sous-jacent à ça, en fait, on entend quand même des concepts qu'on entend depuis longtemps, zone proximale de développement, s'assurer, connaissance antérieure, bien, on veut s'assurer qu'il va comprendre ce qu'il s'en va faire dans la réalité virtuelle.
dès qu'on met des jeunes dans un casque, on va les perdre pendant 5, 6, 7 minutes. Bien, faut-il qu'ils sachent qu'est-ce qu'il doit retenir, qu'est-ce qu'il va aller chercher comme information, on doit le préparer. Et aussi, on fait appel aussi à des concepts qu'on retrouve, la répétition, la rétroaction. Bien, ces environnements-là permettent que si j'interagis à quelque chose, ça peut me permettre d'aller chercher, répéter de l'information, obtenir une rétroaction automatique ou plus rapidement. Tout ça, ça a été démontré en recherche que ça fonctionne en fait. Donc, le concept d'immersion, mais pour moi, c'est un tout avec cette interactivité-là. Là, ouais. Et moi, ce qui me frappe aussi, puis là, je refais encore du pouce là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune autre variable côté enseignant qui avait de l'influence sur l'engagement comportemental des étudiants. On parle souvent du genre, de l'expérience. Non, les enseignants plus expérimentés, les enseignants mâles plus expérimentés n'avaient pas plus d'effet. L'effet était, la discipline n'avait pas d'effet, l'effet était associé uniquement à la qualité du scénario pédagogique. Il y avait une autre variable qui avait un effet, c'était la différence entre le niveau collégial puis universitaire pour les cours de bio, mais ça, c'est un peu spécial parce que la bio ne s'enseigne pas de la même manière au collégial et à l'université, mais à part ça, il n'y avait aucune autre variable côté enseignant qui avait de l'effet sur l'engagement des étudiants, mis à part, c'est vraiment, puis c'était quand même un effet important, là, la qualité du scénario pédagogique. Fait que ça, pour moi, c'est un des résultats les plus forts qu'on a eu dans les dernières années. Puis quand on regarde les résultats quantitatifs, qualitatifs, quand je disais l'engagement affectif, l'engagement comportemental, la visualisation, c'est en fait c'est aussi des résultats qu'on a documentés par la recherche dans cette recherche-là, puis dans une autre recherche qui a été faite sur des jeux sérieux en réalité virtuelle, immersive, dans le domaine de la biologie, de la chimie puis de la physique, qui ont été développés puis expérimentés par une collègue du collégial, Christine Marquis. C'est vraiment intéressant, cette perspective de la scénarisation qui devient l'élément clé, parce que c'est comme si ça met tout le prétexte de la création de l'environnement en tant que tel. Puis là, l'immersion a une raison, puis ultimement, l'interactivité est encore plus criante d'évidence parce qu'on se dit qu'on veut interagir pour pouvoir bénéficier, dans le fond, de cette scénarisation-là et pas juste en être témoin, mais de le vivre. C'est bien ça? Oui, puis j'ajouterais que, tu sais, c'est pour ça qu'on milite souvent pour que le personnel de l'éducation s'implique là-dedans. On manque de temps, on a des ressources limitées parfois, mais c'est quand même un élément. Puis cette scénarisation-là, on parle de la réalité immersive, mais tant qu'à moi, elle va être aussi importante lorsqu'on va vouloir intégrer de l'IA. Oui. La question va se poser aussi, quand je vais aller jaser avec un tuteur intelligent, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je vais faire pendant, qu'est-ce que le tuteur va faire. Parce que tous les reproches qu'on donne, qu'on fait avec les grands modèles de langage, ChatGPT pour ne pas le nommer, Gemini, c'est parce qu'on parle de l'outil tel qu'il existe en ligne, qui n'a pas été fait pour parler à un élève du primaire. En effet. Mais ce qu'on voit dans les développements récents, c'est qu'on va développer des choses qui sont adaptées, ajustées dans un scénario pédagogique pour des élèves. Et là, ça ne sera plus la même chose, mais la même réflexion de scénarisation pédagogique, de réfléchir à, nous, on milite beaucoup, puis c'est pour ça que quand on travaille dans notre séminaire, c'est un peu ça, c'est, non, vous allez être des concepteurs, parce que si les enseignants ne s'impliquent pas là-dedans à un moment ou à un autre, et on laisse les entreprises choisir ce qu'on souhaite, c'est pas eux qui connaissent les classes, les élèves, c'est les enseignants. Donc, nous, on enseigne, on amène nos étudiants à réfléchir à la scénarisation. Ce sont des experts de contenu et la combinaison des deux fera une simulation virtuelle, en immersion ou avec de l'intelligence artificielle qui va être pertinente et pédagogique et non pas juste une affaire que je suis en train de faire pour le plaisir de la chose. Mais tu poses une question, tu as dit, oui, mais il faut voir pourquoi on utilise la réalité virtuelle. C'est la question essentielle à poser, là. Est-ce qu'on utilise la réalité virtuelle à bon escient? Puis nous, en fait, on a exploré dans le cadre justement du projet de Christine plusieurs environnements qui avaient été développés, puis on voyait dans certains cas, on utilisait la réalité virtuelle pour nous présenter des films en 2D. Là, c'était quoi ça sert de faire ça? Là? C'est complètement inintéressant. Mm-hmm. Alors, il faut avoir une bonne raison. Donc, une situation rare, une simulation, par exemple, où tu gères des comportements perturbateurs en classe, bien là, tu sais, ou une simulation de relation d'aide, si tu te trompes dans la réalité, là, c'est embêtant, tandis que c'est en réalité virtuelle, tu peux te tromper, puis c'est pas grave. Donc, il faut que tu aies une bonne raison d'utiliser. On a des personnes étudiantes dans notre cours voulait faire un exercice en réalité virtuelle pour développer la maîtrise de la grammaire en français et de la syntaxe. Moi, j'ai dit, pourquoi tu veux faire ça en réalité virtuelle? Moi, je vois aucune pertinence de faire ça en réalité. Finalement, son projet s'est orienté sur d'autres choses. Donc, il faut avoir une bonne raison. Puis oui, de visualiser, d'être ailleurs. Donc, je dirais que c'est le point de départ. Puis il faut bien concevoir l'expérience de réalité virtuelle une fois qu'on a une bonne raison, mais il faut bien concevoir tout ce qu'il y aura autour, tout ce qui va préparer, puis tout ce qui va permettre de bénéficier des acquis que cette expérience-là va permettre de développer. Puis dans plusieurs cas, c'est
pas l'étape finale. C'est-à-dire que des fois, parfois, on le voit comme « Ah, ben là, c'est ça, on veut économiser sur quelque chose, on veut remplacer les stages, par exemple. » Et tout le monde à qui on parle dit « Ben non, c'est pas du tout, c'est que c'est une étape intermédiaire. » C'est-à-dire que la première étape, je vais aller faire la simulation. La deuxième, ça peut être avec des acteurs ou avec des jeux de rôle. Et la troisième, là, je pourrais aller le voir. On peut imaginer, par exemple, que si je travaille en travail social puis que je dois aller rencontrer quelqu'un à la maison pour analyser son environnement, ces choses-là, ben de le faire en premier dans une simulation interactive où là, j'ai quelqu'un qui parle avec moi, je peux regarder ce qu'il y a sur la table, sur le frigo, il y a peut-être des bruits, là, donc je suis en simulation, je suis dans un environnement protégé, mais assez réaliste. Ensuite de ça, je pourrais le faire avec des acteurs. On le voit en médecine, parfois, ils ont ça, effectivement, des acteurs patients, en fait, où on fait des simulations pour pratiquer. Étape un peu plus avancée, mais ça demande plus de ressources. Là. Ça prend une personne humaine qui va venir. Et la dernière étape, c'est de pratiquer en vrai, mais s'il y a une progression. Mais si on envoie directement dans les stages, bien, premièrement, on n'aura pas assez de milieux de stage, on va avoir d'autres enjeux, puis on ne veut pas non plus créer un déséquilibre assez grand que les personnes arrivent en stage, sont complètement dans une situation où c'est hors de contrôle, on ne peut pas aller là. Donc, la simulation virtuelle en immersion permet c'est pas en remplacement de, c'est en progression de. En fait, on s'en va vers quelque chose qui est expérientiel, vers le marché du travail. Donc, cette idée-là d'avoir des simulations. Puis, effectivement, ça, c'est dans un contexte. Bruno a nommé justement en sciences, l'infiniment petit, l'infiniment grand. On ne pourra jamais aller dans une cellule, par exemple, mais de pouvoir le simuler puis de comprendre comment se passe le transfert de potassium, etc. OK, là, je le vois. Parce qu'essayer d'expliquer ça en dessinant au tableau, c'est pas toujours évident, les pompes à potassium, de pouvoir le voir, de le comprendre, de l'imager, bien, ça va nous aider après ça. Puis c'est une forme de rappel, c'est une forme... Donc tout ça joue dans le rôle de scénarisation pour moi. Fait que oui, dans les formations professionnelles, formations techniques au collégial, ou même dans les formations universitaires qui sont professionnalisantes, comme pour les profs à l'université, pour les orthopédagogues, même pour les cadres, de dire, je dirais, moi je le vois comme normal, les simulations en réalité virtuelle nous permettent de mieux préparer les moments rares. Donc déjà, les stages, c'est difficile, mais tout ce que tu peux avoir, puis c'est une manière différente d'intégrer la théorie puis la pratique. Puis tu peux avoir la théorie, c'est juste une manière différente de le faire. Donc, il ne faut pas le concevoir comme un remplacement, mais comme un dispositif qui va permettre de travailler des compétences qu'on a peut-être rarement l'occasion. Ça ne veut pas dire que ça élimine les stages, mais peut-être qu'on peut se servir de ça pour vraiment mieux préparer les contextes de stage, puis que les compétences, une partie des compétences a déjà été pratiquée, qui a déjà été des erreurs qui a déjà été faites, puis que la personne arrive mieux préparée pour bénéficier de cette occasion-là, qui est quand même rare. Là. C'est compliqué, les stages. Et en plus, je ne peux pas passer sous silence, là, mais je viens d'avoir une discussion de 30 minutes avec le CSS de Val-d'Or, justement, qui, eux, développent en FP, en formation professionnelle. C'est un créneau, effectivement. Il y a des coûts, en fait, dans les mines, dans le matériel. Donc là, on est vraiment sur des compétences procédurales. On est sur des choses que je dois faire, en fait, agir. Donc là, les simulations permettent vraiment de préparer des gens à faire des erreurs qui pourraient coûter une vie, coûter un doigt. Ils peuvent pratiquer, faire des choses. Donc, ils me présentaient les simulations qu'ils font et c'est incroyable. Donc là, on voit vraiment AFP. Donc, ça ajoute vraiment cette dimension-là qu'effectivement, on n'a pas le luxe de tous aller dans la mine tout le temps pendant qu'on est en formation. On va y aller un jour, on se prépare à... Là, je dis les mines parce que c'était particulier dans cette région-là, là, mais il y a ça dans les différentes régions du Québec, que les simulations ont cet avantage-là clair. Là. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup, en fait, qu'on n'a pas fait du tout jusqu'à présent. C'est plus, dans ces contextes-là, l'utilisation de la réalité augmentée devient possiblement très intéressante, peut-être même plus la réalité virtuelle. Comment tu opères une machinerie particulière, comment tu peux avoir un jumeau numérique pour t'expliquer en temps réel, te donner de l'aide, te guider. C'est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup exploré dans l'avion, mais on a un de nos partenaires technologiques qui s'appelle Optail, qu'on a choisi entre autres pour ça, parce que l'environnement nous permet aussi de développer des expériences en réalité augmentée. Moi, je vois un gros potentiel pour la formation professionnelle puis pour la formation technique au collégial. Oui, parce que Bruno, tu parles du Lavia. C'est effectivement un projet sur lequel vous travaillez depuis de ce que j'ai compris, depuis un certain temps, mais qui a pris naissance, dans le fond, en 2024, puis qui commence à prendre, à s'installer au cœur de l'Université de Montréal. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Parce que, dans le fond, les environnements immersifs sont des éléments que vous allez explorer dans le cadre de ce laboratoire vivant. C'est bien ça? Vas-y, Normand.
Ben, oui, tout à fait. Donc, l'AVIA, laboratoire vivant sur les innovations et l'apprentissage au postsecondaire. Donc, on s'intéresse vraiment à plusieurs formes d'innovation. Tu l'as nommé, nouveau projet 2024, mais pas si nouveau que ça. Il était sur la table de dessin depuis longtemps, donc c'est comme ça que ça fonctionne, ce type de projet-là. Donc, le LAVIA vraiment s'intéresse à quoi? Intelligence artificielle, réalité étendue, en fait. On va le nommer comme ça parce que c'est pas juste immersive, c'est aussi la réalité mixte qu'on s'intéresse. Jeux vidéo et ludification, donc le concept de jeux vidéo, mais l'éducation dans l'ensemble des environnements et la création, fabrication numérique, ou ce qu'on nomme plus souvent les laboratoires créatifs, mais le concept de pouvoir fabriquer des choses avec le numérique. Là. Donc, effectivement, l'AVIA s'intéresse à tout le processus qui est derrière ces innovations-là, de la création d'activités d'apprentissage, de l'accompagnement du personnel autour de ça, jusqu'au déploiement dans des situations d'apprentissage qu'on peut penser, par exemple, dans l'ensemble des disciplines. On peut penser à sciences infirmières, on peut penser en ergothérapie, on peut penser en sciences de l'éducation, mais comment ces outils-là vont permettre à des futurs professionnels de pouvoir développer des compétences ou des connaissances, tout dépendant d'eux, à travers ces innovations-là qui, on pense, sont quand même un potentiel de transformation, en fait, et on les nomme séparément, mais ils vont ensemble. Donc, le LAVIA a cette ambition-là de pouvoir vraiment étudier ça. Donc, la réalité étendue est l'un de ces objets-là. Et là, il y a quand même, en plus des 4 pôles nommés par Normand, je dirais que l'intelligence artificielle prend maintenant une place quand même spéciale parce que, par exemple, on a développé un nouveau séminaire d'études avancées sur l'IA et sur la réalité virtuelle. Et là, en fait, on peut servir nos étudiants se servent aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour les aider à développer le scénario pédagogique, le fameux scénario pédagogique, qui va intégrer l'expérience de réalité virtuelle. Ils s'en servent pour créer des mondes 3D avec Blockade ou Skybox qui vont intégrer dans l'environnement de réalité virtuelle. Dans certains cas, ils vont amener un avatar avec qui tu peux discuter en temps réel, qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, je dirais, on a une conjonction IA, réalité virtuelle, qui est très, très intéressante. L'IA pour scénariser, l'IA pour développer des mondes virtuels, l'IA pour alimenter des avatars. Alors, je dirais que tu m'aurais dit l'année dernière que je t'aurais dit qu'on serait rendu là 1 an plus tard. Je ne suis pas sûr que je t'aurais cru. Quand je regarde, je dirais même ce que je voyais comme possible au début du trimestre, je vois les travaux que nous rendent nos étudiants, c'est quand même assez phénoménal. Fait que là, je dirais, dans le monde des simulations, puis là, en fait, il y a d'autres... puis je me rappelle plus, il y a d'autres outils qui permettent de créer des artefacts 3D, mais déjà de pouvoir dépasser la réalité en vidéo 360, d'être capable d'avoir des mondes virtuels qui sont réalistes. Ils n'ont pas besoin d'être parfaitement réalistes. Ils peuvent être pseudo-réalistes, ils peuvent être un peu fantaisistes. C'est pas grave. Je dirais l'important, c'est qu'ils puissent être plausibles. C'est pas l'hyper-fidélité comme on reçoit en film. Mais on est capable de faire ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On est capable de générer des mondes 3D qui sont plausibles, qui sont intéressants avec la réalité virtuelle. Donc, je dirais du côté de la réalité virtuelle, ça vient de baisser une barrière très importante qui était là, parce que concevoir des mondes 3D, ben là, je dirais, fallait aller du côté de Unity. Ben, on a bien une compagnie québécoise, Over, qui avait des artefacts qui permettaient de faire des choses, mais on vient là de développer un tout nouveau champ, puis là, on peut même créer des artefacts, puis là, j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas essayé, celui qui permet de créer des artefacts 360, il y a un petit logiciel, il y en a quelques-uns qui font peut-être. Il y en a quelques-uns, j'ai plus le nom, non? Alors, on vient d'abaisser beaucoup les barrières à la création d'expériences en réalité virtuelle avec ça. Un outil, oui, je viens de me rappeler, là, mais il y en a un qui c'est Mesh.ai qui permet effectivement de générer des objets. Je vais carrément lui dire, je souhaite avoir une table en 3D. Il me génère un modèle de table en 3D que je peux prendre puis aller mettre dans mon environnement. Donc, avant de faire modéliser cette table-là, ça me prenait un étudiant, une personne qui va la modéliser, la dessiner en 3D, mettre des textures par-dessus, etc. Là, maintenant, on peut lui dire, génère le modèle, génère la texture à la façon de, et ça nous le génère. Donc, c'est abaisser la barre. Je ne dis pas que l'autre métier n'existera plus parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, mais sauf que ça peut quand même aider des enseignants qui souhaitent, donc comme Bruno disait, en quelques semaines, on est arrivé avec des simulations qui avant auraient pris probablement un trimestre complet à des spécialistes de designers de jeux vidéo à développer, alors que là, en quelques semaines, on a quelque chose de probable, d'utilisable en contexte pédagogique, où là, les enseignants. Puis après ça, effectivement, si on va aller plus loin,
avec des choses complexes, ça prend des équipes de conception. Oui. Il y a une ligne qu'on ne peut pas franchir à un certain moment, mais on milite quand même sur quelque chose qu'on peut utilisable, parce que si c'est trop loin et qu'on doit attendre un an, il n'y a pas des enseignants qui peuvent se permettre de s'impliquer pendant un an et demi dans un projet de développement avec une entreprise. Je dirais ça fait la différence entre tu es obligé de travailler avec des professionnels puis tu peux faire beaucoup de choses aussi avec Ready Player Me. Tu peux créer ton propre avatar. Puis là, un de nos partenaires, WandaVR, dans WandaVR, on est capable de l'alimenter avec l'intelligence artificielle, de l'alimenter. C'est quand même, tu peux créer tes mondes 3D, tu peux créer tes artefacts, tu peux créer ton avatar qui est lui-même alimenté. Tu as créé ton scénario pédagogique, puis ceux qui le font intelligemment peuvent prompter comme il faut, puis donner des documents pour carrément créer un GPT qui va te permettre d'assister ta scénarisation pédagogique. Donc, tu peux t'arranger pour avoir beaucoup d'assistance dans la création d'une expérience qui va être intéressante. Donc, on comprend que le lien qui existe entre l'intelligence artificielle et tous ces environnements immersifs, la réalité étendue et tout ça, c'est un lien qui ne cesse de devenir de plus en plus fort puis intégré et qui permet peut-être justement d'aller un petit peu plus rapidement pour tester des choses. Donc, on est capable de plus bêta-tester, puis parce que c'est souvent ça, hein, quand on est dans le domaine de la recherche, et des fois, les processus peuvent être longs, puis on a l'impression qu'on est décalé des fois là, de certains besoins sur le terrain, alors que là, on peut peut-être tester des choses un petit peu plus vite. Oui, puis on pourrait même parler de premiers prototypes viables, là, mais oui, exact. Cette idée-là, puis tu nommes avec la réalité virtuelle, probablement que ça va être la même. On ne l'a pas expérimenté, mais avec le jeu vidéo, on pourrait mettre l'hypothèse qu'on va être très proche de ça aussi, mais d'avoir un prototype viable que je peux tester en éducation, puis que, effectivement, avec un certain niveau de développement professionnel ou d'accompagnement, j'arrive à produire quelque chose que je pourrais avoir. Donc, j'aime ce concept-là de c'est pas le produit commercial que je peux rendre commerciable. Il y a d'autres enjeux. Des fois, il faut que je crée des comptes, des choses comme ça, mais d'avoir un prototype viable qu'un enseignant peut tester après un bloc de temps ou qu'une équipe se dit hey, nous, on va le faire, je vais te le partager, tu vas l'essayer, toi, fais tel bout, je fais tel bout, puis qu'ensemble, on a développé quelque chose, ça rend accessible les innovations qui étaient avant disponibles par l'entrepreneuriat, les entreprises. Là, on voit vraiment, mais c'est pas mutuellement exclusif parce qu'on n'arrivera jamais à un produit, un jeu AAA ou une simulation. Mais ce prototype-là est non seulement viable, mais il est peut-être suffisant sur le plan pédagogique par rapport à mon scénario. Là. Et c'est pas juste le temps de développement, mais je dirais c'est le niveau de compétence nécessaire. Parce que là, ça vient de dire, c'est un game changer dans le sens que ça rend la production, la conception accessible aux profs, conseillers pédagogiques technologiquement débrouillards. Là. Si nos étudiants sont capables de le faire, là, les récits, les conseillers pédagogiques des récits, les profs qui sont déniaisés au niveau de leurs compétences numériques, bien, sont capables de le faire aussi. C'est dans ce sens-là que, je dirais, c'est un game changer parce que là, puis là, je dirais, maîtriser des logiciels comme Unity puis Blender, là, c'est comme un autre niveau. Là. Moi, je dirais que je m'y suis pas attaqué moi-même, puis j'ai pas comme projet de m'y attaquer non plus, mais tandis que faire des choses avec Wanda, Optail, puis les applications dont on parle, ça, c'est du niveau du prof et du conseiller pédagogique débrouillard. Oui, puis je terminerai nos échanges là-dessus, puis je trouve que ça glisse très bien vers une conclusion. C'est que là, il y a tout un champ des possibles pour une bonne partie du personnel scolaire qui n'était pas nécessairement déjà expert en numérique, mais qui, s'il a développé sa compétence numérique, s'il a une posture pédago-numérique, parce qu'on parlait de la scénarisation avant tout, fait que c'est pas la technologie avant tout, mais c'est bien comme l'intention pédagogique qu'on veut placer d'abord. Il y a là une démonstration d'une pertinence à développer sa compétence numérique en continu, puis de dire que dès la formation initiale, on s'y met et que ça fait partie vraiment du coffre à outils du personnel scolaire là, des années d'aujourd'hui. Et oui, puis j'irais même un peu plus loin que développer cette compétence numérique par le numérique, par les innovations, de faire vivre des expériences positives. Là. Sentiment de compétence, oui ça prend des habiletés, là, on le sait tous que ça prend un certain niveau d'habileté, mais de se sentir compétent, d'être capable de l'avoir fait. Puis tu sais, dans notre cours, on les force à le faire, de se mettre les mains dans la machine, de le faire. Ça fait quand même partie un peu de l'expérience. La COPS, on le voit un peu partout. Souvent, on peut expérimenter. Bien, quand on le voit qu'on l'expérimente puis que finalement je suis capable de produire quelque chose, ça me permet d'arriver à quelque chose. Donc, effectivement, de développer notre compétence numérique passe par essayer, mais aussi d'avoir une intention pédagogique, de l'avoir. Puis j'ai l'impression, en tout cas, que justement,
à travers les activités qu'on leur fait, peu importe dans les cours, dans la formation initiale, on doit leur faire vivre des expériences positives, soit que nous-mêmes, on développe des scénarios où il y aura de l'innovation, ils vont l'essayer comme apprenants. Je suis en train d'apprendre quelque chose dans mon cours, mais je le vis à travers une IA, une simulation. Deuxième étape, bien là, c'est moi-même qui va essayer de réfléchir à ce que je pourrais développer comme innovation pour faire vivre à mes apprenants. Puis troisième étape, je le fais vivre à des apprenants ou le reste de mon groupe. Donc, pour moi, ce trio-là est important de moi-même le vivre comme apprenant. Hey, mon prof m'a fait vivre une simulation, je vais l'essayer, je vais apprendre quelque chose. J'ai une collègue, par exemple, qui a essayé l'exploration pour les élèves de troubles du spectre autistique. Il y a une application de l'Université de Montréal dans la peau d'un élève que tu peux vivre. Bon, elle a amené des casques dans son cours, puis les gens l'ont vécu. Donc, elle a utilisé la réalité virtuelle non pas pour concevoir, mais pour faire vivre quelque chose. Bien, c'est déjà, là, c'est convaincant. Hey, j'ai appris quelque chose, j'ai vu quelque chose dans mon cours à l'université avec la réalité virtuelle. Je pourrais peut-être faire de quoi pour mes élèves. Donc, je pense que nous, on a ce mandat-là de faire vivre l'innovation à des fins d'apprentissage. Et qu'une fois qu'on le fait, bien, on les amène à réfléchir à comment eux peuvent faire vivre l'innovation à des fins d'apprentissage. Donc, je vois vraiment ce duo-là important en formation initiale et continue, en fait, là, de leur faire vivre un bout comme apprenant, un bout comme enseignant. On a toujours cette double posture-là. On est tous des apprenants. Là. Absolument. Bruno, Normand, merci beaucoup pour cette discussion. On peut suivre les travaux, les projets que vous allez épauler là, du côté du Lavia. Vous avez un site web? lavialab.ca. Puis vous êtes sur les médias sociaux? Oui, sur LinkedIn aussi. Oui. Et on est sur Blue Sky également. On a un site côté pour le moment X, en toute transparence, mais Blue Sky et LinkedIn, on est là également avec Lavialab, oui. Très intéressant, on vous suit. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Pourquoi devrais-je m'intéresser aux environnements immersifs? Cette discussion avec Bruno et Normand a mis en lumière le vaste potentiel pédagogique à explorer autour de ces technologies en émergence. Encore une fois, je retiens également l'importance capitale de la collaboration interordre entre les différents partenaires du réseau scolaire au bénéfice de l'innovation. Tel que mentionné en conclusion des échanges, je vous encourage fortement à les suivre tous deux sur LinkedIn et d'ajouter le Lavialab à votre veille sur les réseaux sociaux. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Environnement immersif, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Mon DP continue est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.